Bonjour, je suis ravie qu'il y ait autant de personnes qui soient intéressées par le webinaire que le comité de prévention des risques psychosociaux du Var organise ce matin. Je vais commencer par me présenter, ensuite je passerai la parole aux animateurs, puis à l'intervenant de l'ARACT, Monsieur Nalbadian. Donc, je suis Evelyne Villadoma, je suis directrice adjointe à l'Union départementale du Var et j'anime le comité RPS qui est une organisation créée par la direction du travail à l'époque, il y a une douzaine ou une quinzaine d'années, qui rassemble tous les syndicats de salariés, les syndicats patronaux, que sont par exemple l'Union patronale du Var, la Fédération du bâtiment, la CAPEB, et il y a les services de santé au travail, il y a les services de prévention de la CARSAT, il y a donc une vingtaine de membres qui sont représentés dans ce comité. Et nous avons choisi de faire un webinaire sur la question du télétravail, car la période que nous venons de traverser, que nous traversons encore, a fait progresser les organisations et un petit peu dans la précipitation, on est tous partis avec notre ordinateur sous le bras. Le télétravail, ça a été la règle pour beaucoup de personnes, beaucoup de salariés, beaucoup d'entreprises, sans anticipation, quelquefois pour la première fois, sans organisation spécifique, avec quelquefois des réseaux d'entreprises qui n'étaient pas faits pour supporter une charge comme celle qu'on a connue en travaillant depuis chez nous. Quelquefois, les télétravailleurs télétravaillaient en gardant leurs enfants. Tous ces points sont autant de facteurs de risque qu'il convient d'analyser a posteriori, puisque apparemment on s'achemine vers un retour à la normalisation. Il va rester en matière de télétravail des évolutions d'organisation, c'est certain, et il est impératif maintenant de pouvoir faire un retour d'expérience sur ce qu'on a vécu, sur les avantages, les inconvénients de ce qui s'est passé, et mettre en place des organisations qui vont permettre de poursuivre ou de réitérer l'expérience dans des conditions meilleures, avec dans le cadre d'une démarche partenariale et qui permettra d'une part d'évaluer les risques psychosociaux liés à l'organisation, la création d'un groupe de travail incluant tous faisant en sorte que tous les salariés de l'entreprise soient représentés, peut-être en rajoutant à ce groupe de travail des professionnels qui peuvent être dans le domaine, spécialistes dans le domaine des risques psychosociaux, peut-être des réseaux informatiques. Se poser la question des formations, formation des utilisateurs, formation de l'encadrement. On va peut-être être amené aussi à réfléchir à la formalisation de ces réflexions au travers de la mise à jour du document unique d'évaluation des risques, mais peut-être aussi dans la création, la négociation d'un accord d'entreprise sur le télétravail, voire même, pourquoi pas, sur la QVT, qui doit être négociée, qui fait partie des champs de négociation obligatoires des entreprises.
Donc, on tiendra compte évidemment de la charge de travail qui est générée par le télétravail et de l'organisation de ce travail, puisque quand on est chez nous, il n'y a plus d'horaire, il n'y a plus de limite qui est posée. On intégrera évidemment le droit à la déconnexion et à l'équilibre vie privée, vie professionnelle. Donc, je vais vous indiquer que ce webinaire va être envoyé à tous les gens qui participent à cette réunion. Vous recevrez un mail avec le lien qui va vous permettre de retrouver cette réunion sur YouTube. Le mail sera généré automatiquement et vous aurez ce lien-là. Donc, je laisse la parole à Marc et à Louisa qui vont vous dire 2 mots sur l'organisation de la matinée. Bonjour, Marc Jourdain, donc Anna-Louisa Tellez, donc du cabinet Analusis. Donc, nous avons un rôle d'accompagnement et d'animation donc au sein du comité départemental des risques psychosociaux de la promotion de la qualité de vie au travail du Var et également des Alpes-Maritimes. Et là, nous sommes donc dans une manifestation donc du comité départemental du Var. Simplement, rapidement, pour vous dire un petit peu comment on vous propose d'interagir et de fonctionner avec l'intervenant, donc Yves-Michel Nabaldian, qui est directeur donc de la RAC-PACA. Vous avez donc possibilité de poser des questions ou de faire des commentaires au fil de l'eau de la présentation d'Yves-Michel Nabaldian. Ces questions, ces commentaires, ainsi que les participants ne sont pas vus par chacun d'entre vous, mais nous, bien sûr, nous les voyons. Et à partir de là, à certains moments, donc, nous transmettrons ces questions à l'intervenant pour qu'il puisse vous apporter les réponses attendues. Voilà, donc j'en dis pas plus. Maintenant, la parole est à Yves-Michel Nabaldian, directeur de la RAC-PACA. Merci Marc, bonjour à toutes et à tous et merci de m'accueillir sur ce webinaire. Comme le disait Evelyne Villadomain, on vient de vivre une période quand même très particulière et elle n'est pas terminée. Et on le sent bien puisqu'on est sur un sujet télétravail et RPS et on sent bien une inquiétude. Alors je ne dirais pas une profonde, en tout cas une inquiétude des salariés aujourd'hui, d'un certain nombre en tout cas, dans ce contexte de reprise continuité, parce que n'oublions pas que certains ont continué à travailler pendant ces différentes semaines passées. Donc on va essayer de faire ensemble un point sur le contexte. J'aurai donc une intervention en 4 thèmes, si vous me permettez. Quelques éléments de contexte assez rapidement, parce qu'on l'a tous en tête, ce contexte. Un retour sur l'enquête qui a été demandée par la directe PACA 15 jours après le début du confinement. Marc me fait le signe, c'est bon? Non, c'était bon, c'était pas pour moi. OK. 15 jours après le début du confinement, donc on verra un petit peu les résultats que vous avez eus. Vous avez toujours d'ailleurs sur le site de la RAC-PACA et sur celui de la directe. Puis quelques éléments thématiques autour de la question du télétravail, des points qui émergent, qui sont partie prenante de ce sujet. Et enfin, les leviers d'action. Je terminerai par le dispositif d'appui qui est en place aujourd'hui depuis 3 semaines maintenant en direction des PME-TPE de moins de 250 salariés. Voilà. Alors, contexte général, premier thème. Bon, vous le savez, hein, 2 mois de confinement, bientôt 3 maintenant depuis le début du confinement. On est en reprise avec des contextes d'activités très différents, de surcharge, de ralentissement, d'arrêt. Et aussi des contextes un peu particuliers où il y a eu de la création d'activités. Je pense notamment dans le secteur hôtelier, c'est pas le seul, restauration, où on a vu un certain nombre de restaurateurs mettre en place des systèmes de paniers de repas en distribution directe via des coursiers, etc. Et c'était une activité qui n'était pas connue
pour le restaurateur en question. Donc, de la création d'activités. Alors, ça va perdurer, ça va pas perdurer, dans quelles conditions, etc. Bref, il n'y a pas eu que du ralentissement dans cette période. Et puis, des conditions d'emploi qui ont été multiples, où on a vu cohabiter, parfois, des salariés sur site, en télétravail, en chômage partiel total ou en arrêt. Si on peut passer au suivant, parce que j'ai pas la main sur le diaporama, donc des défis autour de gérer les salariés, adapter l'activité, gérer la relation client, et une question centrale depuis quelques semaines, depuis 3 semaines environ, la continuité, la reprise d'activité, comment relancer l'activité, les mesures de protection, évidemment c'est central cette question, le retour des salariés ou de certains salariés sur le lieu de travail, quelles mesures de protection. Est-ce qu'on est dans un climat social apaisé ou tendu selon l'environnement de l'entreprise, et la question des tensions générées par la crise et en particulier du sentiment d'inquiétude. Donc, des enjeux sociaux autour de 4 dimensions, me semble-t-il, principalement sur le télétravail, de management, d'organisation du travail, de GRH et de santé, sécurité au travail. On le verra dans le détail des slides. Cette question de santé, sécurité au travail. Et peut-être un premier retour, je le disais, alors je vais vous citer les chiffres, là j'ai extrait l'infographie de cette enquête qui a été donc demandée par la Directe 15 jours après le début du confinement, c'est-à-dire fin mars. Bien sûr, la demande est arrivée un petit peu plus tôt, puisque le temps qu'on la prépare. La question, c'est, et Evelyne citait cette anecdote, on a tous connu, le mardi matin, départ en catastrophe, les ordinateurs sur le bras, les dossiers, les allers-retours dans les voitures. Voilà, c'était quand même une ambiance particulière. Entre le lundi soir et le mardi matin, au moment du début du confinement. Et donc, la Directe nous dit, mais finalement, qu'est-ce qui se passe, quoi ? C'est-à-dire, toutes ces personnes qui sont parties en télétravail, on ne sait pas exactement de quelle manière elles vivent la situation. Est-ce qu'on peut avoir un premier éclairage ? Donc, on a monté cette enquête rapidement, qu'on a diffusée entre autres sur les réseaux sociaux, mais pas que. Il fallait aller assez vite. Il y a un certain nombre de partenaires qui ont relayé cette enquête. Les partenaires sociaux, entre autres l'Union patronale du Var, les partenaires sociaux côté syndicat, de salariés, des corps consulaires, les CCI, etc. Bref, on a eu 1800 réponses en un peu plus de 10 jours. Et donc, le 9 avril, on publiait les premiers résultats. Ce que je vais dire, bien sûr, on va peut-être un petit peu choquer, mais la tendance générale nous a un peu rassurés. Voilà. Alors, je dis bien la tendance générale. Je suis conscient que je suis sur une matinale télétravail RPS. Mais quand même, tendanciellement, les éléments qui sont apparus assez massivement, c'était globalement, j'en viens vraiment à l'essentiel, que le management avait joué son rôle, ce sur quoi on pouvait discuter avant la période de confinement. Et on voyait bien ici et là quand même des difficultés avec un éloignement du management, des pratiques quotidiennes de régulation d'équipe dans un certain nombre de contextes professionnels. Quand on a demandé aux salariés est-ce qu'ils se sentent soutenus par leur manager, 83% nous ont dit oui. 52% faisaient un point, disaient faire un point journalier avec leur manager. Et côté soutien des équipes, on était à 90% qui disaient se sentir soutenus par l'équipe. Et dire qu'il y avait des équipes, 79%, 80% ont des réunions régulières d'équipe. On sait bien que cette question du lien social est une question clé autour des RPS. Ce n'est pas la seule, évidemment. Je ne fais pas un raccourci, mais si le lien social est distendu, si on ne se sent plus soutenu, etc., on sait bien que là, la question des risques psychosociaux prend une dimension tout autre. Donc, d'une certaine manière, sur ce résultat un petit peu global, ça nous a un petit peu rassurés, même si, et vous allez sans doute en témoigner dans les questions qui vont arriver, de part et d'autre, on a connaissance de situations
déséquilibré de personnes et de salariés abandonnés en télétravail, sans soutien, sans relation avec leur manager, etc. J'étais hier matin et hier après-midi d'ailleurs, toute la journée, avec la CFDT sur une réunion régionale télétravail, et il y a eu beaucoup de contributions autour de oui, tendanciellement, c'était peut-être ça, mais moi, dans mon entreprise, j'ai connu ça, dans ma collectivité territoriale, il s'est passé ça, etc., etc. Et c'était pas aussi confortable, entre guillemets, où le soutien social n'était pas aussi affirmé que ce que vous indiquez dans dans les retours de l'enquête. Alors, c'est d'autant plus intéressant, ce côté soutien, que 15% nous disent aussi qu'ils n'étaient pas vraiment préparés à cette nouvelle organisation du télétravail. Alors, avant le confinement, le télétravail, c'était une pratique qui était plutôt limitée, parfois très limitée, parfois franchement inexistante, avec des positions de direction très arrêtées sur le fait que ce n'était pas possible, qu'il y avait trop de contraintes organisationnelles, qu'on ne pouvait pas l'envisager, et puis en l'espace de quelques heures, le coronavirus aidant, tout ce qui était impossible est devenu possible. Donc on a beaucoup appris en peu de temps. On a beaucoup testé en réel, avec un peu de difficulté, sans doute un peu de souffrance aussi au passage, mais n'empêche que des situations qui étaient bloquées se sont brutalement débloquées. Et j'en viens, alors je suis vraiment sur des points clés, hein, je vous fais grâce de tous les détails de l'enquête, c'est pas pour être elliptique, c'est simplement pour rester un peu centré sur les éléments principaux. Et j'en viens à deux questions posées et les réponses. Donc, 71% nous disent être satisfaits de ces premières semaines dont on pouvait légitimement être un peu inquiet de la manière dont ça avait démarré. Et 83% nous disent souhaiter poursuivre le télétravail à la suite du confinement. 83%. Et toutes les enquêtes qui ont suivi confirment, si vous me permettez l'expression, ce vote massif en fonction du télétravail. Dans la poursuite. Alors évidemment, on n'est pas rentré dans les détails, dans quelles conditions. Hein. Je vous rappelle, 15 jours après le début du confinement, on n'était pas encore à envisager la reprise. Donc, on n'a pas fait une enquête approfondie sur dans quelle modalité, qu'est-ce que vous souhaitez, un jour par semaine, 2 jours, etc. etc. Bon. En tout cas, les enquêtes qui ont suivi ont montré que cette tendance ne faiblissait pas. Il y a donc un sujet aujourd'hui au plan des organisations du travail autour du travail à distance, que ça soit à domicile, ce qu'on a vécu quand même avec le confinement, mais ça peut être aussi en bureau déporté. Le télétravail, ce n'est pas que du domicile, en bureau déporté. En tout cas, il y a un sujet, et vous le savez tous, puisque c'est public, il y a un grand groupe industriel dans le secteur automobile, pour ne pas le citer, PSA, qui, sauf erreur de ma part, envisage, en tout cas, à annoncer un projet massif de maintien du télétravail sur plusieurs dizaines de milliers de salariés. Bon. Est-ce que c'est un sujet lié à une entreprise? Est-ce qu'il y a d'autres entreprises qui envisagent une évolution aussi radicale? Ça, on va le voir dans les semaines qui viennent. En tout cas, il est clair que cette question du télétravail est un sujet qui, maintenant, fait partie intégrale du débat social. Si pour poursuivre sur les champs. Et le premier champ, évidemment, c'est la question de santé et sécurité au travail. On est sur un webinaire télétravail et risques psychosociaux. Je l'entends, je ne veux pas me centrer que sur la question des risques psychosociaux parce que malheureusement, nous avons tous connu, et certains témoignaient hier dans cette fameuse journée, de la question clé de l'ergonomie des espaces de travail. On a fait du télétravail improvisé dans les salons, dans les cuisines, dans les buanderies. Bref, tout le monde n'avait pas le bureau adéquat et le fauteuil qui allait bien avec tous les réglages possibles. Un sujet autour donc de l'ergonomie des espaces de travail, de la sécurité des lieux personnels affectés à l'activité professionnelle. Donc, à partir du moment où on rentre dans quelque chose, non pas d'exceptionnel, mais de courant, cette question, bien sûr, ressurgit.
On a vécu la question des connexions du réseau et du matériel. Très sincèrement, certains ont fait du télétravail sans ordinateur, ce qui est quand même pas mal, quoi. Parce que, je ne citerai pas la structure qui témoignait hier, les portables en nombre limité ont été affectés à un certain type de personnel et d'autres qui étaient aussi en contact entreprise se débrouillaient avec leur téléphone portable. Donc, je vous laisse deviner le côté un petit peu surprenant de la situation. Donc, cette question des connexions, du réseau, du matériel, tout ce qu'on a vécu aussi en termes de réseau informatique, de flux, etc., est un sujet. L'interférence de la sphère privée, évidemment, Evelyne l'a indiqué, on a tous vécu, les enfants qui arrivaient en plein milieu d'un webinaire, d'une visio, etc. Donc l'interférence, on parlait de conciliation des temps de vie, alors là, pour le coup, on a vécu en direct une conciliation brutale des temps de vie quasiment permanente. Hein. La question du temps de travail et de sous- ou de suractivité. On a des personnes qui ont été placées en télétravail et non pas en arrêt, non pas en chômage partiel, mais avec de la sous-activité. Et d'autres, au contraire, et qu'il indique dans l'enquête, avec beaucoup plus d'activité que ce qu'elles avaient auparavant. Un risque de sentiment d'isolement. Et là, si on doit aller vers un développement massif du télétravail, il y a cet enjeu clé de la régulation des collectifs de travail à distance. On le verra dans la partie management qui suit. Un sujet qui n'est pas apparu peut-être de manière très claire dans cette période, mais que l'on connaissait un peu auparavant, c'est la question des salariés en front et en back-office, c'est-à-dire ceux qui sont au contact client, qui ne peuvent pas ou qui peuvent très difficilement, je reviendrai sur la partie organisation du travail, faire du télétravail, parce qu'ils font du montage, parce qu'ils font de la relation client, ils ne peuvent pas le faire à distance, c'est difficile. Et ceux qui sont plutôt en back-office, qui sont plutôt sur des fonctions de support, et qui plus facilement accéder à une organisation en télétravail. Et je le mentionne parce que ça me paraît être un sujet important en termes de prévention des risques psychosociaux, de tension entre groupes de travail, entre ceux qui pensent ne pas pouvoir bénéficier d'un avantage, si vous me permettez cette expression un peu rapide, et d'autres qui, de par leur fonction, leur activité, le travail exécuté, peuvent en bénéficier. Donc, une sorte d'inéquité de traitement. On verra dans la partie organisation du travail ce qui est envisageable. Et puis, quand même, un sujet, c'est l'inquiétude générée par le contexte même sanitaire. On le sait, on l'a vécu. On a autour de nous des personnes, et peut-être même qui sont aujourd'hui à l'écoute de ce webinaire, qui pendant 2 mois ne sont pas sortis de chez elles du tout, qui avaient fait des provisions, des enfants qui ont pu rencontrer leurs camarades, etc. Et l'impact psychologique de la crise sanitaire au moment du retour en entreprise est un sujet important. On a des salariés qui ont pu être déstabilisés par ce contexte, hein, quand on l'a tous vécu également, quand à tous les journaux télévisés, on a des 20 minutes, une demi-heure et des journaux spéciaux sur la situation des tensions dans les hôpitaux, des malades, des personnes intubées, etc. Forcément, ça impacte psychologiquement les personnes et donc ça crée un sentiment d'inquiétude, de peur, de crainte, etc. Et ça, ce sentiment peut perdurer. En termes de management, il y a la question clé. Alors, l'enquête est rassurante d'un certain point de vue sur le maintien du collectif de travail à distance et en présentiel. C'est-à-dire à la fois des gens qui sont sur site, d'autres à distance, comment on continue à maintenir une cohésion d'équipe, donc quelle modalité de régulation on adopte, quel rythme de modulation, comment le management d'un certain point de vue aussi a été sollicité pour assurer cette régulation,
et peut-être, mais j'entends que ça puisse être discuté, l'effort supplémentaire qu'on a demandé aux managers pour assurer cette cohésion. Je crois que là, avant la période de confinement, on témoignait tous du poids des nouveaux systèmes de communication, des messageries, des smartphones, etc. Là, on a vécu en direct quelque chose de bien supérieur. Hein. Voilà. L'entrain que nous avons mis les uns et les autres à participer à des visios à la queue leu, si vous me permettez l'expression, sur les 15 premiers jours, c'était pas tenable sur la distance. Quoi. Alors, le rythme effréné des échanges mails, des réponses, des coups de fil, des visios, etc., etc. La question des rituels. Par exemple, les e-cafés, il n'y a pas eu que ça, il y a eu plein de temps liés au management, mais liés aussi à la convivialité, autour de, quand même, on se fréquente plus, on ne se voit plus physiquement, mais on garde un lien, on crée ce lien, on le ritualise, un lien qui parfois n'existait pas, ou qui existait de manière très diffuse. Ça va être un sujet aujourd'hui de comment, quand on revient à la normale, pardon. Voilà, j'assure l'alimentation électrique. Comment on maintient ces rituels qui contribuent bien sûr à la cohésion d'équipe, le suivi d'activités professionnelles. Alors, dans un format en termes de régulation, on le verra sur la partie organisation du travail, la gestion de cette activité, la régulation du temps de travail et la charge de travail. Certains ont dit j'ai moins travaillé, d'autres ont dit j'ai beaucoup plus travaillé. Cette charge de travail, ce temps de travail, la régulation du volume, qu'est-ce qu'on fait? Alors, il y a Evelyne et l'inspection du travail qui est là sur ce webinaire. Qu'est-ce qu'on fait avec des salariés dont l'amplitude a fortement évolué, des salariés qui, pour tenir la conciliation des temps de vie, travaillaient tôt le matin avant que les enfants se lèvent et travaillaient un peu plus tard le soir quand ils étaient couchés, donc des amplitudes de 7 à 22h, 23h30. Qu'est-ce qu'on fait de cela? Est-ce que c'est acceptable? Comment on l'intègre dans le fonctionnement, ou au contraire, comment on arbitre cette question de manière radicale en considérant que ce n'est pas possible, que ce qui était de l'ordre de la période exceptionnelle ne doit pas être bien sûr le quotidien, parce que là, il y a des enjeux forts de revenir à des formats normaux inscrits dans le cadre du Code du travail. Un management de fait qui est devenu davantage individualisé, des régulations collectives, mais des échanges permanents avec des collaborateurs, des collaboratrices sur l'état d'avancement des dossiers, des projets, etc. La question de la gestion des objectifs, négocier, point d'interrogation évidemment, parce que dans un certain nombre de cas, il n'était pas tant que ça. Le maintien de la motivation dans le temps, c'est un sujet lié au RPS, cette question de quand on travaille à distance, est-ce qu'il n'y a pas un risque d'isolement, de détachement, de retrait progressif? Donc, ça renvoie à ce premier point sur le management, sur le maintien du collectif. Et puis, un dernier point autour du management, c'est la question de la reconnaissance. On sait qu'il y a un déficit sur les questions de reconnaissance, pas généralisé, mais il y a un sujet sur la reconnaissance dans toutes les enquêtes sur QVT, et la question de la valorisation du personnel en télétravail. J'insiste sur ce point et j'y reviendrai dans la partie GRH. Il pourrait y avoir un risque que les personnes en télétravail soient considérées, si on devait aller vers un développement massif, d'une manière inférieure. C'est un petit peu brutal, mais inférieur, comme il y a un risque pour des personnes à temps partiel de ne plus avoir accès aux mêmes évolutions professionnelles, au même déroulement de carrière. Il y a un sujet autour de l'équité de traitement et donc des risques psychosociaux liés au fait que je suis moins reconnu, etc. Marc, tu veux passer quelques questions là, peut-être pour aérer un peu la présentation? Tout à fait. Donc,
En fait, il y a une question un peu générale sur, pour savoir les secteurs d'activité des entreprises qui ont participé à l'enquête. Est-ce que c'est tout secteur? Oui. Est-ce que ça a été un peu ciblé sur des secteurs? Et bon, il y a pas mal de commentaires. Il y a question mais par rapport au management. En fait, est-ce qu'au-delà de l'enquête, vous avez pu avoir dans les actions que vous menez des retours de managers sur leur facilité, difficulté à accompagner et à soutenir les travailleurs en télétravail, leur facilité, difficulté à réguler la charge et le temps de travail, puisque dans des commentaires, certains soulignent le dépassement du temps de travail, l'équilibre privé-professionnel, est-ce que les managers ont arrivé à gérer ça? Enfin, est-ce que voilà, vous avez un peu des retours au-delà de l'enquête sur leur facilité, difficulté à gérer, quoi? On va essayer d'y aller un peu par ordre, hein, Marc, parce que là, c'est tout envoyé d'un coup. Alors, d'abord, c'est intéressant cette question sur les répondants. Parce qu'on a eu une majorité de femmes qui ont répondu par rapport aux hommes. On a 75% de répondants femmes et donc 25% d'hommes sur 1800 répondants. Ça nous a un peu surpris quand même, ce volume important de personnel féminin. Et on a regardé les secteurs. C'est très intéressant parce qu'il semble qu'il y ait un lien. Quand on regarde qui a répondu, on a 30% d'administration publique. C'est, si vous me permettez l'expression, le gros des troupes. Le sanitaire, le médico-social, les services à la personne, le social d'une manière générale, c'est 22%. Et le service à l'entreprise, c'est 10%. Tout ce qui est autour de l'industrie, par exemple, est à 3%. Et on sait que le secteur industriel, dans la période de confinement, a été plutôt en retrait, en arrêt. En tout cas, ce n'était pas les secteurs sur lesquels il y avait plus de télétravail. Donc, on est quand même dominé par ce volume, hein, 30 d'administration, 21 de santé, et on n'a pas ciblé les secteurs. L'enquête est partie sur LinkedIn, Twitter, Facebook et sur un certain nombre de réseaux, je l'indiquais, des partenaires sociaux, etc. On n'a pas spécifiquement ciblé des administrations, des grandes entreprises ou des petites, etc. Voilà, donc on a une pluralité. Et naturellement, je dirais, le type de répondant est celui-ci. Donc, on a une approche quand même un peu genrée de fait. Hein, et d'ailleurs, ça donnera, mais ça peut être une discussion, quelques réactions sur la partie GRH. Ensuite, des témoignages de managers. Alors, on l'a eu par des focus group qu'on a animés pendant la période de confinement, c'est-à-dire en complément de l'enquête, dès mi-avril, dès qu'on a publié l'enquête, en fait, on a enclenché des groupes pour voir comment des managers, des DRH vivaient la situation de manière un peu plus qualitative et surtout comment ils entrevoyaient à l'époque, hein, entrevoyaient la question de la reprise. Puisque derrière cette enquête, il y avait aussi l'idée de comment aider les entreprises à redémarrer. Le sentiment, c'est que peu de personnes étaient préparées d'un point de vue du management à tout ce qui était en train de se passer. En fait, il y a eu un apprentissage sur le tas qui était d'une nature bien différente de ce que, en tout cas, ce que les personnes nous ont dit, hein, de ce qu'elles vivaient avec une personne en télétravail, une ou deux personnes dans l'équipe en télétravail, et le reste de l'équipe présent. Et ça, c'est une forme de relation que certains managers connaissaient, qui était repérée, balisée, voilà. Mais par contre, toute l'équipe en télétravail, gérer l'activité de cette manière-là, ça a été un apprentissage sur le tas, si vous me permettez l'expression. Et toute la difficulté aujourd'hui, c'est est-ce que cet effort
d'apprentissage va être strictement abandonné parce qu'on revient à un régime normal et que on oublie cela, on oublie cette expérience, on retrouve les pratiques habituelles ou au contraire, on maintient pour partie une organisation avec un taux de télétravail très important. Ça, très sincèrement, je ne suis pas en capacité de répondre à la question. Tout ce que j'observe, c'est quelques évolutions d'entreprise qui tendent à, en tout cas, à annoncer aujourd'hui qu'elles veulent maintenir une forme très importante, significative, de personnes en télétravail et en particulier sur les fonctions de support. Voilà. Mais peut-être que tu me renvoies 2-3 questions, Marc, parce que j'en ai oublié au passage. Non, en fait, c'était voir un petit peu donc est-ce qu'il y avait eu des retours sur les managers. Sinon, sur l'enquête, il y a la question de savoir est-ce que cette enquête qui a été menée à un instant T sera continuée de façon à voir l'évolution finalement des représentations des personnes concernées, je dirais. Et une question un peu subsidiaire, est-ce que la question des travailleurs handicapés a été considérée dans l'adaptation des postes en télétravail. Voilà, c'est simplement une question complémentaire. Alors, très honnêtement, vous avez compris l'urgence. On n'a pas été en capacité de cibler telle population. Par exemple, ce que tu indiques, travailleurs handicapés, télétravail, etc. C'est un sujet qui est apparu hier dans la discussion avec cette organisation syndicale. Mais au moment où on a fait l'enquête sur le télétravail, sincèrement, il y avait un niveau d'urgence. Est-ce que le système tenait? Donc, on n'est pas dans un milieu, comment dire, une démarche pure et parfaite. Et sur ta proposition de refaire l'enquête, je pense effectivement qu'il y a un vrai intérêt, et c'était une discussion en interne en début de semaine, c'est de dire, voilà, on a fait cette enquête, mais maintenant, finalement, quelle est la perception, toujours dans une logique un peu d'enquête ouverte. Alors, certaines diront, oui, mais vous n'avez pas fait de panel représentatif, etc. Oui, ok, mais si on reste sur un format de ce type-là, si on vise à peu près le même volume de répondants, quel est le niveau de perception aujourd'hui? Est-ce qu'il y a, par exemple, autant d'enthousiasme 3 mois après sur la question du télétravail? Est-ce qu'il y a des mécanismes d'usure, entre guillemets, c'est-à-dire, voilà, ce qu'on entend ici et là, le collectif est important, j'ai envie de revoir mes collègues, etc., etc. Donc, est-ce qu'on retrouve ces 83% qui suivent pour suivre le télétravail? Est-ce que ce pourcentage diminue de manière très significative, etc.? Je pense qu'effectivement, ça serait intéressant de refaire la mesure. Ce n'est pas très compliqué à mettre en œuvre. Peut-être simplement préciser quelques questions pour avoir quelque chose d'un petit peu plus précis que, encore une fois, cette enquête qui a été mise en place en avance. Alors, je vois une question qui passe entre managers concernés, chefs d'entreprise et cadres d'entreprise. Oui, bien sûr, on pourrait affiner la question des catégories professionnelles. Là, encore une fois, voilà, et j'entends qu'il puisse y avoir quelques critiques sur l'initiative, mais voilà, il y avait un sentiment d'urgence. Je poursuis, Marc? Ok, d'accord. Alors, sur les questions d'organisation du travail, quel poste possible en télétravail? Je le disais assez brutalement, la plupart du temps, on a vu beaucoup des postes de fonctions de support. Et ça peut créer un sentiment d'inéquité entre ceux qui ne peuvent pas travailler en télétravail et ceux qui peuvent travailler en télétravail. Et peut-être qu'il y a à réfléchir comment certains postes de production peuvent intégrer dans le périmètre des tâches, et on le sait qu'il y a des tâches plutôt de gestion, etc., des tâches qui pourraient être
déplacer, si vous me permettez l'expression, dans le périmètre d'activité de manière à pouvoir donner lieu à des formes de télétravail partielles, bien sûr, mais des formes qui permettraient quand même à ces personnels d'accéder à cette organisation de télétravail. C'est un sujet. Voilà. Je ne dis pas que c'est facile. Il y a certains métiers où ça sera très difficile, peut-être, mais en tout cas, c'est peut-être une question à poser et je le place vraiment en termes d'inéquité de traitement, donc de risques psychosociaux potentiels. Un télétravail intégral, alors intégral, je pousse un peu quand même, voilà, on est tous d'accord pour dire qu'il y a, c'est pas possible, quoi, il faut des temps de régulation, etc. Mais enfin, je pousse pour dire très majoritaire, voilà. Partiel, ponctuel, régulier, la planification des temps de coordination collective entre, alors ça c'est un vrai sujet, entre de multiples formats de temps de travail, des temps pleins, des temps partiels, du télétravail pour des gens qui sont à temps partiel, du télétravail pour des gens qui sont à temps plein, etc. Comment on assure un minimum de régulation et de coordination collective avec cette pluralité d'organisation du temps de travail. La question, bien sûr, de la charge de travail et donc de ce qu'on demande aux salariés de remplir comme objectif. Une question sur l'organisation du travail, sur le contenu du travail en télétravail. Est-ce qu'on fait les mêmes choses en télétravail que ce qu'on fait au bureau? Est-ce qu'il y a une réflexion? Au moment du confinement, il n'y en a pas eu. Hein, là, pas le temps. Mais à partir du moment où on rentre, où on déploie cette organisation de manière massive, il y a sûrement un sujet autour du contenu du travail et des tâches qui seront affectées sur les temps de télétravail qui seront peut-être d'une nature différente. Et puis la question de l'assouplissement des horaires, de l'organisation des horaires flexibles. Et là, je reprends l'enquête, 85% des personnes qui ont répondu disaient « j'ai des horaires flexibles » et c'était de la satisfaction qui émergeait de cette possibilité. Donc, télétravail et horaires flexibles, ça va de pair. Comment on gère aussi, encore une fois, la question de l'amplitude horaire, donc c'est un sujet de gestion, de suivi, etc., etc. Pour aller vers le dernier champ, et je ne suis pas exhaustif évidemment, j'essaye de donner quelques éléments de repère, c'est concernant la GRH, si on peut passer le slide suivant, voilà, très bien, merci. La question des profils de compétences, comme je l'indiquais sur le contenu du travail, en télétravail, on ne fait peut-être pas la même chose que ce qu'on fait quand on est sur site, eh bien, le profil de compétences en télétravail peut-être est à adapter et donc se pose la question de modules de formation en distanciel, de la modularité des formations, c'est peut-être un peu en marge de cette présentation, mais on sait que les organismes de formation aujourd'hui sont confrontés à un challenge très important, peut-être vital pour leur survie, c'est d'assurer un développement massif de la formation à distance et de la modularité des modules des formations pour les adapter à des créneaux d'une heure et demie, par exemple, parce qu'on sait qu'à distance, c'est difficile de passer toute la journée. Des compétences annexes qui deviennent essentielles sur se connecter, utiliser différents supports de communication. Livestorm, c'est pas la même chose que Zoom. Alors, pour des gens aguerris, on s'adapte assez rapidement. Pour d'autres, ça peut être un vrai souci. Le matériel peut être inadapté. Il y a des questions de mise à jour de logiciels. Hier, il y avait un témoignage sur nos services informatiques ont cessé d'assurer la maintenance, etc., parce que problème de sécurité à distance, etc. Et donc, on avait des salariés qui étaient avec leur ordinateur, leur logiciel chez eux, mais qui n'avaient pas les mises à jour, donc qui ne pouvaient pas se connecter, enfin, qui avaient des difficultés de connexion. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire sur ces compétences annexes? Et puis, j'en viens à un sujet qui peut potentiellement être très significatif en termes d'égalité de traitement, d'évolution professionnelle. Je l'indiquais un peu rapidement. On n'est pas sûr, ce n'est pas une affirmation que le risque soit avéré, mais on sait quand même que les personnes qui sont le plus à temps partiel, ce sont
des salariés féminins, des femmes. On sait aussi que pour des questions de conciliation de temps de vie, en télétravail, c'est plutôt du personnel féminin qui fait la demande. Est-ce qu'il n'y a pas un risque en tout cas, il faut poser cette question, qu'on ait une conjonction à la fois de temps partiel et de télétravail massif pour du personnel féminin qui verrait là l'occasion de pouvoir mieux gérer des temps familiaux et des temps professionnels, mais avec un risque de difficultés majeures en termes d'évolution professionnelle. Voilà. Peut-être que je prends trop de précautions, peut-être que le risque n'est pas avéré. Je pense que, je suis dans le cadre de la commission paritaire sur les risques psychosociaux, paritaire, donc représentation d'employeurs et représentation de salariés. Je pense que c'est un sujet qu'il faut qu'on suive. Est-ce que le développement du télétravail est plutôt genré, plutôt adressé à une population essentiellement féminine, et donc est-ce qu'il y a un risque potentiel d'inéquité de traitement, de discrimination, j'emploie des mots un peu forts, mais vous voyez ce que je veux mettre derrière, de trajectoires professionnelles différentes et vraiment très différentes. Alors, j'entame le troisième point sur finalement ces évolutions, ce qui s'esquisse en sortie de confinement repose, de notre point de vue, sur deux éléments centraux, vraiment centraux. C'est la question du dialogue social. Ce dialogue social a parfois été brutalement renforcé dans certaines organisations. Les gens qui témoignaient hier de CSE qui se tenaient toutes les semaines, il y en a d'autres qui disaient quasiment pendant 2 mois, on ne s'est pas vu, quoi. Voilà. Donc, la question du dialogue social, et on va le voir dans le slide suivant, ce n'est pas uniquement le CSE, mais le dialogue social, aujourd'hui, en tout cas en période de reprise, est un élément clé pour assurer une réponse à toutes les questions que j'ai commencé à esquisser, et encore une fois, je ne suis pas exhaustif. Et puis le deuxième élément, c'est finalement l'expression des salariés, les attentes des salariés aujourd'hui. Donc, si on peut passer sur cette question de dialogue social. Place centrale du CSE et de la commission santé, sécurité, conditions de travail. Un enjeu central aujourd'hui sur la question du télétravail, la question des RPS, le lien entre les deux, sur la mise en œuvre, la régulation, les points d'alerte et situations à risque. Vraiment, si on doit aller vers un développement significatif du télétravail, alors je me centre sur le sujet de cette matinale. Évidemment, ça va bien au-delà de la question du télétravail. Mais sur ce sujet en particulier, j'insiste beaucoup sur le fait que le CSE a un rôle central d'accompagnement, de mise en alerte, etc. La question évidemment du document unique d'évaluation des risques, la directe est présente, on est nous-mêmes très proches de ces questions de santé, sécurité, je ne peux pas taire la question du document unique et de son actualisation. Et le deuxième point, et c'était clair hier dans les témoignages, c'est la question de la négociation. Beaucoup d'accords télétravail sont en train d'être soumis à avenant actuellement. Donc la question de la qualité des avenants, de la qualité de la négociation et de négociations qui vont démarrer dans des entreprises qui n'avaient pas mis en place ce télétravail, qui disaient que ce n'était pas possible et qui, de fait, avec le confinement, s'aperçoivent que ça l'est. Donc, sans doute, des représentants syndicaux qui inciteront à l'ouverture de négociations, voire des représentations de direction d'employeurs, diront que c'est un sujet important pour accompagner les demandes des attentes de salariés. Et je voudrais insister sur un point, si vous me permettez. Evelyne citait qualité de vie au travail. On prend beaucoup de précautions sur la question de la QVT. Vous le savez, Provence-Alpes-Côte d'Azur, c'est une région en taille, en nombre d'opérations QVT, qui est une région importante. On a plus de 200 entreprises accompagnées sur des projets QVT.
On a beaucoup insisté, on continue à insister sur la nécessité de ne pas se précipiter sur un accord QVT, de passer plutôt par un accord de méthode. Et j'aurais tendance à adopter la même proposition concernant le télétravail. Peut-être faut-il prendre un petit peu de temps pour poser des éléments de diagnostic, recueillir les attentes, ça va être le slide suivant, sur ce que les salariés souhaitent, etc., de manière à avoir un accord de fond sur le télétravail qui réponde réellement aux attentes des salariés. Donc, j'insiste, et je reviendrai peut-être dans les questions, sur cette question de l'accord de méthode en préalable d'un accord de fond pour pouvoir avoir un état des lieux, un diagnostic établi et surtout avoir l'occasion de mettre en place une enquête auprès des salariés sur leurs attentes réelles sur ce sujet. Tu voulais intervenir, Marc ? Oui, enfin, après, je me donnerai d'autres questions à la fin, simplement par rapport au dialogue social, il y a une question sur la nécessité d'avoir une négociation interprofessionnelle pour garantir des droits collectifs aux salariés en télétravail. Et quel est ton point de vue, je dirais, point de vue de la RAC, de la NAC là-dessus, quoi. Bon, écoutez, voilà, vous permettez d'être modeste sur ma position, hein, voilà, puisque nous sommes dans le cadre d'une commission paritaire. Je ne voudrais pas me substituer aux partenaires sociaux qui, semble-t-il, ont engagé une négociation sur le télétravail. Donc, effectivement, si vous me permettez une position, mais je n'engage pas l'agence quand même, là, hein, voilà, ni la titre personnel, si on a un accord national interprofessionnel qui donne un cadre général, ça donnera quand même des garanties collectives supplémentaires et chaque entreprise pourra adapter ce cadre global, général, à sa spécificité, puisque l'ANI ne remet pas en cause la capacité de chaque entreprise de pouvoir négocier son propre accord sur le télétravail en fonction de ses caractéristiques. Mais on aura un cadre général qui sera posé, comme on l'a eu sur la qualité de vie au travail. Et si le thème s'est développé, c'est parce qu'on a eu l'accord national interprofessionnel en juin 2013. Donc, il y a des négociations nationales qui permettent de dynamiser un sujet, de l'encadrer, de donner des points de repère. Donc, à titre personnel, oui, je pense qu'effectivement, si les partenaires sociaux arrivent à se mettre d'accord sur un accord national interprofessionnel, ça aidera sûrement les entreprises à démultiplier des négociations sur télétravail à l'intérieur de ce cadre pour spécifier des spécificités d'activité, voire des attentes particulières de salariés, mais on aura quand même un cadre général qui permettra de se repérer. Voilà. J'étais donc sur le dialogue social d'un côté et d'autre côté sur la question de l'expression des salariés. C'est vraiment un point important. C'est vrai pour le télétravail, mais c'est vrai pour globalement le contexte de reprise. Je le disais, il peut y avoir un sentiment d'inquiétude partagé, individualisé, plus ou moins profond sur le retour, les règles sanitaires, la distanciation sociale, toutes les précautions. Il est important que la parole soit libérée et qu'on prenne un peu de temps au moment du retour des salariés pour organiser des espaces de discussion. C'est quelque chose que l'on met en œuvre dans les démarches QVT, mais concernant ce contexte particulier, on pense vraiment que c'est important qu'en complément du dialogue social, il y ait une expression directe des salariés sur les craintes, les mesures de sécurité, les questions sur l'organisation du travail, etc. Et qu'on ne fasse pas, pardonnez-moi l'expression, l'impasse sur ce temps. Bien sûr qu'il y a une urgence économique, bien sûr qu'il faut redémarrer, etc. Mais peut-être que prendre un peu de temps au moment du retour sur site, etc., c'est un temps gagné sur de futures difficultés. Voilà. Recréer du collectif, permettre d'éviter des conflits. Les salariés reviennent, certains en tout cas, sur le lieu de travail avec des histoires différentes, des vécus différents pendant de longues semaines.
Et la confrontation peut être assez douloureuse, quoi, entre des gens qui ont vécu le confinement de manière plutôt confortable, parce que je caricature, donc voilà, j'avertis, voilà. Parce que célibataire, dans un lieu de vie plutôt sympa, avec un jardin, etc., et d'autres qui étaient dans des locaux personnels plus réduits, avec des enfants, l'école à maintenir, etc., tout en étant en télétravail, le conjoint en télétravail, etc. Quand ces groupes, ces personnes se retrouvent, etc., elles n'ont pas vécu la même chose et ça peut éventuellement être l'objet de tensions, de conflits. Voilà. Donc, c'est aussi une manière de réguler le collectif de travail en redéfinissant quelques règles de fonctionnement, etc. C'est la question de construire des solutions qui répondent, si on peut revenir au slide précédent, voilà, co-construire des solutions. C'est aussi donc discuter avec les salariés autour de, puisqu'on est sur le télétravail, comment vous le voyez, comment vous souhaitez qu'on continue, dans quelles conditions, etc. Voilà. Quelle perception autour de cette question, et puis capitaliser sur ce qui a bien fonctionné, parce qu'il y a eu de l'apprentissage, je l'indiquais, de l'apprentissage un peu forcé, mais de l'apprentissage. Le système, d'une manière générale, a plutôt, entre guillemets, tenu. Donc, cette situation, essayons de la maintenir au moment de la reprise, et donc essayons de viser à la fois à travers le dialogue social avec les représentants du personnel, mais aussi avec les salariés en direct. On est dans des organisations parfois très éclatées, et les représentants de salariés, parfois, n'ont pas la capacité d'être sur tous les lieux de travail, etc. Donc, essayons de jouer la complémentarité entre ces deux modalités d'accompagnement du retour de la reprise. Voilà sur l'essentiel de cette présentation. Je voulais simplement indiquer en complément que depuis 3 semaines environ, il y a un dispositif qui est Objectif Reprise, piloté par la Directe et par la RACT sur les moins de 250 salariés, autour donc de la question de la reprise, de la continuité d'activité, centrée sur les enjeux sociaux, évidemment. Hein, on n'est pas là dans des dimensions économiques. Hein, donc, ne venez pas, entre guillemets, sur Objectif Reprise pour avoir des aides financières, etc. Ça, c'est pas l'objet. Par contre, tout ce qui est autour du social, des mesures de prévention, des questions de GRH, des questions d'organisation du travail, de réalisation, c'est dans le périmètre de ce dispositif. Donc, on s'appuie sur des retours d'expérience et plus précisément, et je répondrai aux questions s'il y en a, c'est le slide suivant. Le principe est simple. Vous vous connectez en tant que représentant d'entreprise sur le site de l'ANACT. Il y a un petit questionnaire selon, il y en a 2 exactement, selon que vous ayez moins de 11 salariés, plus de 11 salariés, qui, à partir d'un certain nombre de questions, vous donne un radar sur ce qui pourrait être les priorités d'action. Vous avez les thèmes qui apparaissent à travailler au moment de la reprise, et vous avez la possibilité de cocher une case en disant « Je souhaite que la RACT prenne contact avec moi ». Selon le type de la demande, on réoriente sur des partenaires, que ce soit la CARSAT, le PPBTP, la MSA ou les services santé au travail, où on enclenche un appui individuel, un appui court individuel, un appui approfondi ou un appui collectif. Voilà, on a différentes possibilités d'appui. À partir du 9 juillet, on aura des consultants privés donc, qui ont répondu à un appel d'offres nationales qui seront en capacité de relayer notre action. Voilà. Et vous avez dans la présentation le lien direct avec le questionnaire. Voilà, simplement en complément, puisque c'est porté par la Direction Générale du Travail et la DGEFP,
et relayé en région par la directe, donc en l'occurrence la directe PACA et la RAC. Voilà. Et maintenant, peut-être quelques questions. Alors, juste une question, compte tenu du temps, etc., c'est que ça revient un peu souvent, c'est la nécessité, donc derrière, c'est la question, est-ce qu'il y a une offre en la matière, la nécessité de former finalement par rapport au télétravail, au nouveau contenu de travail, télétravail et risque, la nécessité de former les salariés, de former les managers, de former les représentants du personnel. Bon, alors, est-ce qu'il existe une offre de formation en la matière, parce que pour que les salariés, par exemple, puissent s'exprimer, c'est important aussi qu'ils aient acquis des compétences, des connaissances à travers des formations. Donc, c'est une question qui est posée en termes de qu'est-ce qu'il existe en termes de formation. Alors, l'offre de formation elle est en train de se mettre en place. Il y a un kit télétravail qui est disponible sur le site de l'ANACT. On n'est pas les seuls, évidemment, pardon, hein, j'interviens, mais bon, il y a un certain nombre de partenaires qui ont leurs propres propositions. On sent bien qu'il y a un sujet, que ça soit pour des représentants du personnel, alors, que ça soit du côté employeur comme du côté salarié, organisation syndicale. En tout cas, ce que j'ai écho, c'est que les confédés, les structures nationales sont en train d'alimenter sur ces questions un certain nombre de documents, de points de repère, etc., voire d'offres de formation. Hein. Voilà, donc je ne suis pas en train de noyer le poisson, je dis simplement il y a pluralité de possibilités, mais j'entends ce que tu dis, Marc, c'est-à-dire quelque chose pour le côté employeur, représentant de salariés, etc., la question des managers et donc au-delà de l'apprentissage, j'allais dire, le côté empirique de on se débrouille parce que de toute façon on n'avait pas le choix, donc on a improvisé les uns et les autres sur quelque chose à structurer en termes de manière de procéder, de points d'alerte, etc. Et puis pour les salariés, effectivement, les sujets de préoccupation ou de comment dire d'alerte sur attention. Il y a quand même un sujet. Evelyne est là, je la vois à l'écran sur le temps de travail, quoi. Il y en a plein de sujets évidemment sur les lieux privés du domicile, mais il y a un sujet important sur le temps de travail. Dans l'enquête, je reviens là-dessus rapidement, dans les chiffres qu'on a annoncés, on a 39% qui se disent moins fatigués, mais il y en a quand même 33% qui se disent plus fatigués que lorsqu'ils sont sur site. Donc la question de l'amplitude et éventuellement de la fatigue générée par l'amplitude ou par la fatigue générée par l'utilisation massive de visio, d'outils numériques, etc., etc. Je pense que là, c'est des questions aussi à instruire avec des petits modules de formation, mais ce n'est pas péjoratif quand je dis ça, hein, c'est peut-être dans cette orientation qui s'esquisse d'offres modulaires, d'essayer de construire quelque chose de plus léger, entre guillemets, que ces grandes journées de formation, en disant, tiens, un premier module sur les questions du temps de travail, un petit module sur les questions de santé, sécurité, l'ergonomie des espaces de travail. Par exemple, sur un sujet qui est apparu, c'est le mal au dos. Il n'y a rien d'exceptionnel quand on voit la manière dont certains étaient installés chez eux sur des chaises de cuisine pendant 7 heures de rang. Pardonnez-moi, j'y vais un peu fort, mais bon, on a tous vu ça et parfois on l'a même vécu, quoi. Donc on sait qu'on sort de là un petit peu usé, quoi. Voilà. J'ai vu passer une question. Alors, je ne sais pas, Marc, ce que tu... Une question par rapport, je reviens sur les partenaires sociaux. Il y a une question, si nous avons déjà un accord QVT, parce que tu en as parlé tout à l'heure, devons-nous ouvrir une négociation par rapport au télétravail, etc., quoi. Ah ben, par exemple, alors ça c'est très intéressant. C'est bien les accords QVT, puisque bon, on a beaucoup... on a participé au mouvement général post-ANI ou pendant l'ANI pour essayer de donner de la cohérence. C'est-à-dire QVT, vous le savez, hein, la fleur, les 6 pétales, etc., ça permet de rassembler des thèmes qui parfois font l'objet d'une approche en tuyau d'orgue. Bon.
Mais sur la partie télétravail, qui donc rentre de fait dans la question de la qualité du travail, il y a peut-être aujourd'hui, effectivement, dans des accords QVT qui sont en place, à poser une négociation en termes d'avenant à l'accord au regard de la situation qu'on vient de vivre. Et donc, je l'indique une nouvelle fois, peut-être en prenant en considération une évolution de ce que l'on a des attentes des salariés aujourd'hui sur la question du télétravail. Oui, on peut bien sûr engager quelque chose de complémentaire. Tout est possible. Alors, j'ai peut-être une question, c'est peut-être à Evelyne, peut-être Amy qui peut répondre. Il y a une question sur, pareil, on reste dans le même registre, une adaptation législative ne serait-elle pas nécessaire avant d'engager des négociations? La question de est-ce que le législatif peut s'emparer ou pas de ce nouveau contexte? Je pense que le choix qui a été fait dans le Code du travail, c'est de renvoyer beaucoup aux partenaires sociaux. Le Code du travail n'a pas un chapitre télétravail, il y a un chapitre sur la négociation et les négociations annuelles obligatoires. Dans la liste des négociations annuelles obligatoires, il y a la QVT avec dans la QVT, par exemple, le télétravail. Il y a aussi un point des questions qui nous reviennent souvent de représentants du personnel dans les entreprises sur le fonctionnement du CSE dans ces périodes un peu perturbées où les gens étaient en télétravail et sur le fonctionnement du CSE en matière de circulation dans l'entreprise pour les gens qui étaient encore dans les locaux de l'entreprise et sur le fonctionnement même des réunions du CSE. Là encore, le Code du travail prévoit que le CSE doit avoir un règlement intérieur et c'est dans ce règlement intérieur qu'on va régler ces problèmes de connexion et de vote, de consultation du CSE par voie électronique. C'est prévu déjà dans le Code du travail. Donc, je pense que le Code du travail, il n'est pas fait pour être exhaustif et imaginer toutes les situations. Il est fait pour être appliqué et adapté à chaque type d'entreprise. Donc, le dialogue social, les réflexions dans un cadre partenarial, c'est essentiel. Le dialogue social, il doit profiter de l'occasion d'une nouvelle vie et d'une nouvelle dynamique. Donc, je pense qu'il serait bon pour les entreprises de se poser au moment de la reprise, alors que je sais qu'il y a beaucoup de choses à faire, mais de prendre le moment de faire un retour d'expérience détaillé de ce qui a été vécu et, comme disait Yves tout à l'heure, de peut-être réfléchir sur un accord de méthode, sur comment est-ce qu'on va faire pour travailler ensemble sur une amélioration de la situation et une nouvelle organisation. On sait que sur les organisations, mais ça aussi c'est prévu dans le Code du travail, sur les textes sur l'évaluation des risques, la meilleure façon d'arriver à une organisation pérenne, c'est de se mettre autour d'une table, de discuter avec les opérateurs, avec les salariés, avec l'encadrement, avec le médecin du travail, avec peut-être des consultants extérieurs et d'arriver à faire un plan d'action qui lui-même sera évalué et corrigé. Il est impératif d'évaluer et corriger de façon à ce que ce plan d'action soit toujours efficient. Donc, je pense que cette expérience qu'on a vécue pour certains dans la douleur et pour certains dans une surcharge, tout le monde n'est pas remis des dernières semaines, eh bien, ça doit être vraiment un temps propice à la réflexion et à une nouvelle organisation. Voilà ce que je tenais à dire. Yves, peut-être? Non, je pense que regardez l'heure. Oui.
On avait dit 10 heures, on est à 10h09, donc je crois que vous venez de mettre un point de conclusion. Ouais. Donc, je remercie l'Union patronale du Var pour les moyens techniques qui nous ont proposé. L'Union patronale du Var, qui est un membre depuis l'origine du comité de prévention des risques psychosociaux. Et donc, je remercie aussi, il y a eu plus de 220 participants à cette réunion. Donc, je remercie tous les participants de leur attention et sur un sujet qui visiblement intéresse beaucoup de gens et qui va mériter d'être réfléchi et organisé pour que l'avenir soit un avenir radieux sur le plan et du travail, du télétravail et de l'organisation du travail en général dans l'entreprise et sur l'évaluation des risques psychosociaux pour arriver à une meilleure organisation du travail. Donc, vous allez être tous destinataires du lien qui vous permettra de regarder ce webinaire en replay et donc ce lien pourra être diffusé largement puisque toutes nos publications, nos parutions et nos réunions sont faites pour être diffusées le plus largement possible. Je vous remercie. Au revoir.